aux États-Unis, on commence à voir une espérance de vie globale qui commence à diminuer. C'est-à-dire que ils ont atteint vers les années 2015 un plateau et pardon, au début des années 2010 un plateau et depuis 2015, c'est-à-dire avant l'impact éventuel du Covid, des mesures sanitaires, etc., il y avait une érosion lente, mais une érosion de l'espérance de vie globale. C'est en ça que l'étude des zones bleues est intéressante dans ce contexte, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à y apprendre, notamment sur un aspect que moi j'estime assez négligé dans la santé dans nos pays, dans nos contrées, sous nos latitudes, qui est l'hygiène de vie. Il y a quelque chose dans ces zones bleues qui est pas de l'ordre de l'inné, mais de l'acquis. C'est-à-dire que on en reparlera, mais il y a peut-être des leçons à avoir, des leçons à prendre de ces modes de vie. C'est-à-dire que ces principes que je viens de vous présenter sont des principes finalement qu'on peut tous appliquer. Bah, si on implémente les principes des zones bleues, est-ce que ça marche? Et bah, c'est assez bluffant parce que oui, ça marche. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une longévité pour la longévité, comme on a essayé de le faire un peu en France avec cette idée que la France, dans les années 90, était le pays où la longévité des femmes était un des plus élevés au monde. Oui, mais dans quel état? Dans quel état physique? Dans quel état de santé? À Okinawa, il y a zéro Alzheimer. Là, c'est une des particularités, hein, c'est qu'à chaque fois, on est dans des zones où il y a des gens qui ont des communautés de destin, de gens qui ont toujours vécu là, qui se connaissent souvent depuis l'enfance ou depuis de nombreuses années, et aussi qui sont enracinés en fait à l'endroit où ils vivent. Une vie simple, une vie naturelle, une vie traditionnelle. Ce ne sont pas des zones surmédicalisées, voire en fait, ce sont des zones qui sont sous-médicalisées. Et contrairement à ce qu'on va vous dire, ce que vous dira la doxa médicale, je pense que c'est plutôt une chance que une perte de chance. Pourquoi? Parce que bah, simplement, ça oblige à se responsabiliser. Ce qui est très important dans les zones bleues, c'est à quel point chacun et chacune se responsabilise, prend en main son hygiène de vie. La leçon des zones bleues, c'est la leçon de leur autonomie. C'est-à-dire que rien ne vient d'un extérieur. Personne n'est venu leur dire il faut manger plus d'oméga 3, etc. C'est venu naturellement en réalité. C'est venu de leur expérience. C'est une expérience vernaculaire de la santé, une expérience populaire, une expérience du bas. Et c'est une expérience pour moi à chaque fois vraiment de résilience. Ils sont résilients dans leur vie, pas uniquement parce ils ont cette longévité, mais cette spiritualité particulière, cette approche de la vie, cette philosophie de la vie est liée aussi à cette résilience. Comment on fait pour créer autour de soi des écosystèmes vivants, humains, qui nous permettent de vivre la plénitude de notre vie? Je pense que c'est une interrogation à avoir et qu'il y aurait plein de choses à faire s'il y avait des personnes motivées pour le faire. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour cette conférence sur les zones bleues. Alors pour commencer, juste je voudrais vous présenter un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, l'Institut. Donc cette conférence est organisée par un institut que j'ai créé il y a 1 an et demi maintenant et qui s'est lancé au printemps dernier et qui s'appelle l'Institut de santé et sagesse intégrale. Alors quel est l'objectif de cet institut? Eh bien, c'est de proposer quelque chose d'assez inédit dans le monde de la santé et le monde de la sagesse, c'est justement de faire le lien entre ces deux univers qui habituellement sont assez distincts et ne se rencontrent très rarement. Alors que dans les philosophies antiques, grecques notamment, ou dans les philosophies orientales, ce lien entre santé et sagesse ou santé et spiritualité
était vivant et est encore vivant en Orient. Hein. Il y a le lien direct entre l'hindouisme et l'ayurveda, entre le taoïsme, le bouddhisme et la médecine traditionnelle chinoise, et les traditions japonaises, par exemple, et la médecine japonaise, pour donner des exemples, entre autres. Alors, l'idée, en fait, de cet institut, c'est de proposer justement une nouvelle approche de la santé intégrale, intégrative, qui intègre tous les domaines de la vie humaine. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de considérer que l'homme soit des systèmes séparés et des problèmes physiques indépendants de problèmes émotionnels ou de problèmes spirituels, et donc d'essayer de trouver une démarche de santé qui intègre tous ces aspects. Santé, sagesse, spiritualité, bien-être. Je ne fais pas de grande différence, moi, personnellement, entre la santé physique et le bien-être global, finalement, comme dit l'OMS. La santé, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un état de bien-être global, physique, psychologique, moral et social. À l'Institut de santé et sagesse intégrale, on propose tous les mois des conférences gratuites qui ont lieu soit à l'Institut en présentiel, soit en ligne, parfois les deux. Et l'idée de ces conférences, c'est de pouvoir échanger justement sur ces domaines qui font le lien entre la santé et la spiritualité. Alors, je m'appelle Éric Le Gall, pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai un parcours riche. J'ai commencé en étant cadre en entreprise et puis après une dizaine d'années de travail, j'ai fait un peu une crise existentielle qui m'a amené, après avoir découvert le bouddhisme, à m'intéresser à cette sagesse et à m'installer dans un centre bouddhiste dans les Alpes françaises, en Savoie, où j'ai vécu 7 ans. Et j'y ai fait d'ailleurs une traditionnelle retraite de 3 ans et 3 mois, dont vous avez peut-être entendu parler, du bouddhisme tibétain. J'en suis ressorti en 2014. Et depuis, en fait, je cherche à tâtons ce qui pourrait être mon ikigai. On va en parler un peu ce soir quand on parlera d'Okinawa. Mon plan de vie, mon dessin dans la vie. Et j'ai d'abord voulu essayer de partager la sagesse dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, partager un peu ce que j'avais découvert moi en retraite, en commençant par introduire la méditation sur le lieu de travail et puis aussi la sagesse, la philosophie. J'ai fait du coaching aussi de dirigeants et de cadres. Et puis depuis 2 ans, eh bien, j'ai ajouté une corde à mon arc qui est celle de la santé en ayant fait une formation de naturopathie. Et parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de mal-être, beaucoup de problèmes de santé, au-delà de juste la nécessité ou l'envie de trouver un peu de sérénité dans sa vie. Voilà. Et donc l'idée est de faire ce lien et de faire dans mon activité ce lien global entre tous ces aspects de la vie humaine. Alors, on va parler ce soir d'un sujet qui vous a accroché, qui fait que vous êtes inscrit. Ce sujet, donc, c'est les zones bleues. Alors, ces zones bleues, c'est quelque chose qui a été découvert en 2004 par le travail de démographes et géographes qui s'appelaient Gianni Pes et Michel Poulain, et qui ont travaillé spécifiquement sur la première zone bleue qu'ils avaient découvert. C'est en faisant des études sur la démographie en Sardaigne. Ils ont découvert qu'à l'est de la Sardaigne, sur la côte est, il y avait une concentration anormale d'hommes, parce que c'était intéressant de voir que c'est des hommes centenaires et en bonne santé. Et puis, en commençant à mettre des points bleus dans les villages, en marquant les villages où ils remarquaient cette particularité, avec un stylo bleu, eh ben, ils se sont aperçus qu'il y avait une concentration à une zone particulière. Et c'est de là que vient le terme zone bleue, parce que finalement, ça a fini par faire un halo, une zone. Et puis ensuite, l'explorateur et géographe américain Dan Buettner a repris ses travaux et est allé plus loin et s'est dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres endroits dans le monde où on a ces particularismes d'avoir une espérance de vie particulièrement élevée, et espérance de vie en bonne santé, on y reviendra. Et lui, il a découvert justement 4 autres zones: Okinawa au Japon, Nicoya au Costa Rica, Icaria, qui est une île dans la mer Égée, une île grecque dans la mer Égée, et Loma Linda en Californie. Et actuellement, il y a un débat pour ajouter une nouvelle zone bleue
c'est un débat parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que l'impact soit aussi important, c'est la Martinique, l'île de la Martinique, oui, c'est étonnant, l'île de la Martinique, dans nos dom-toms. C'est un sujet qui est apparu il y a maintenant presque 20 ans, et pourtant en France, eh bien, ce concept de zone bleue est assez peu connu et assez peu développé. Certainement parce qu'en France, on a cette sorte d'orgueil de se dire on a un super système de santé, on a une des plus longues longévités du monde. On en reparlera parce qu'il y a beaucoup de problèmes sur ce qu'on appelle la longévité en France et l'espérance de vie en France. Et donc, bon, bah, c'est pas si important, si intéressant que ça, parce que finalement, on n'est pas si mauvais que ça. Alors que ce sujet a commencé à émerger beaucoup aux États-Unis il y a une dizaine d'années et a commencé à intéresser beaucoup aux États-Unis en se posant la question de qu'est-ce qui fait que des pays pas à la pointe de l'avancée, des avancées technologiques, sociales, économiques qu'on pourrait attendre, et où finalement, est-ce qu'on vivrait pas mieux dans ces zones-là, et s'interroger sur des modèles de société. Et il y a eu un mouvement aux États-Unis là-dessus. En France, ça commence à venir. Il y a eu des reportages qui ont été faits sur, je crois, France 5, d'un couple qui a exploré ces zones bleues, un peu s'inspirant de ce qu'a fait Dan Buettner pour le National Geographic. Et il y a eu surtout ce film, peut-être que vous avez vu sur Netflix, qui est sorti il y a 1 mois et demi ou 2 mois, qui s'appelle 100 ans de plénitude. C'est un très beau titre en français. Le titre en anglais est pas très intéressant. Ça rappelle le titre de ce livre, 100 ans de solitude. 100 ans de plénitude permet d'avoir une vue globale très intéressante. C'est un très beau reportage, c'est très bien fait. Même si moi j'aurais quelques réserves peut-être sur certaines parties de ce reportage, on pourra en parler dans l'échange à la fin, mais qui explique bien en fait les particularités et les points communs de ces zones et ce qui a été découvert. Alors moi je voudrais juste remettre un peu de contexte. L'espérance de vie moyenne dans le monde, alors qu'est-ce que c'est que l'espérance de vie? C'est le nombre d'années que vous pouvez espérer vivre à la naissance, et de 73,4 ans. Cette espérance de vie, elle est très variable, puisque dans les pays les plus pauvres, les pays avec plus de problèmes, de guerres, etc., on a une espérance de vie qui est légèrement en dessous de 60 ans. Et dans les pays où l'espérance de vie est la plus élevée, parce que je ne dirais pas forcément que ce sont les plus avancés, parce qu'on va justement parler de cela, c'est Monaco, notamment en Europe, où l'espérance de vie homme-femme confondue avoisine les 80, un peu plus de 83 ans, je crois. Alors après, ce qui va faire le chiffre de l'espérance de vie, c'est que vous pouvez mourir jeune, et donc ça diminue les statistiques de toute une classe d'âge, hein. Donc après, on va aller regarder un deuxième chiffre qui est très intéressant, c'est votre espérance de vie résiduelle si vous avez déjà atteint 65 ans. Et à 65 ans, d'abord je vais dire la France. La France, c'est toujours intéressant de se positionner. En France, l'espérance de vie pour une femme à la naissance est 85,3 ans et pour un homme de 79,3 ans. On remarque que depuis environ une dizaine d'années, l'espérance de vie des femmes tente à stagner et celle des hommes tente à continuer à augmenter. Donc le gap, la différence entre les hommes et les femmes et la chance de devenir centenaire commence à diminuer en France. Et puis surtout, ce qui est alarmant, c'est qu'on commence à voir depuis 2010 en particulier un recul de ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé. Alors cette courbe, elle a commencé au milieu vers 2000, au début des années 2000 aux États-Unis, à cause de nombreux facteurs, notamment l'obésité aux États-Unis, les problèmes cardiovasculaires, qui sont les problèmes les plus importants aux États-Unis. Et on s'aperçoit qu'en Europe, on commence à voir cette tendance, c'est-à-dire que l'espérance de vie en bonne santé stagne. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'espérance de vie en bonne santé? Eh bien, c'est le nombre d'années sans incapacité majeure que vous pouvez espérer vivre quand vous avez atteint 65 ans. Donc en France, elle est en légère baisse, puisqu'elle est passée de 15 à 14 ans pour les hommes et de 18 à 16 ans et demi pour les femmes.
Alors, ça fait un peu plus que l'espérance de vie globale, puisque les gens qui sont arrivés à 65 ans, bah, n'étant pas morts précédemment en termes de statistiques, c'est ceux qui ont déjà eu la chance finalement d'arriver là. Et donc, l'espérance de vie des gens de 65 ans est plus élevée que l'espérance de vie globale de la population, si vous comprenez un peu les statistiques. Donc l'espérance de vie en bonne santé commence à diminuer et aux États-Unis, on commence à voir une espérance de vie globale qui commence à diminuer. C'est-à-dire que ils ont atteint vers les années 2015 un plateau et non, pardon, au début des années 2010 un plateau et depuis 2015, c'est-à-dire avant l'impact éventuel du Covid, des mesures sanitaires, etc., il y avait une érosion lente, mais une érosion de l'espérance de vie globale. Ce qui est intéressant dans ce contexte, finalement, où on voit que dans nos sociétés avancées, entre guillemets, avancées technologiquement, avancées économiquement, avancées en termes de capacité médicale, etc., eh bien, l'espérance de vie, malgré tout, a certainement atteint un optimum dans les années 90 et commence peut-être à s'éroder, voire à décroître. À ça, il y a beaucoup de facteurs, hein. Il y a des facteurs de pollution, des facteurs de stress, des facteurs de pauvreté résiduelle dans ces pays qui est impactante, hein. C'est important quand même de se rappeler qu'en France, il y a 12 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, si je ne me trompe pas, ou qui sont proches ou qui vivent sous le seuil de pauvreté. Ça a forcément un impact sur la longévité. Il y a aussi toute une gestion, en fait, des personnes âgées. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les intègre dans la société ou est-ce qu'on les met dans des résidences où l'espérance de vie va avoir tendance à se réduire se réduire très drastiquement à partir du moment où ils entrent en résidence, pour personnes âgées et en maison de retraite. Et puis, le tabagisme qui fait notamment des ravages chez les femmes, alors que chez les hommes, le tabagisme a tendance à se réduire. Et donc, on voit un certain nombre de cancers, etc., sans parler de l'hygiène alimentaire. C'est en ça que l'étude des zones bleues est intéressante dans ce contexte, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à y apprendre, notamment sur un aspect que moi j'estime assez négligé dans la santé dans nos pays, dans nos contrées, sous nos latitudes, qui est l'hygiène de vie. C'est-à-dire que de manière générale, quand on parle de santé, eh ben, on va parler de médecine. Et la médecine allopathique notamment dans nos pays, eh bien, elle vise principalement à traiter et à aider à guérir de maladies. Mais elle ne s'occupe pas en fait de mais qu'est-ce qui fait que vous allez être en bonne santé? Qu'est-ce qui fait que vous allez garder une bonne santé? Et ça viendra davantage de l'hygiène de vie. L'hygiène de vie globale, on va le voir, parce que ces zones bleues nous apprennent beaucoup de choses, pas seulement au niveau de l'hygiène alimentaire ou de l'activité physique, mais aussi de l'hygiène sociale, de la manière dont les personnes âgées sont intégrées dans la société et la manière dont il y a une forme de philosophie de vie peut-être que nous avons aussi perdue et qui est aussi très importante. Alors, je vais revenir à une zone bleue, qu'est-ce que c'est? Donc, la définition d'une zone bleue, c'est un lieu suffisamment important, c'est-à-dire ça doit être un peu plus qu'un village pour que ce soit statistiquement intéressant. Donc, un groupement de plusieurs villages, un petit canton, c'est le minimum, pour donner un ordre de grandeur par rapport à chez nous, où l'espérance de vie à 65 ans dépasse 30 ans. Voilà, et voire même va arriver à 35 ans pour arriver à 100 ans et où l'espérance de vie sans incapacité sévère est quasiment la même. C'est-à-dire que vraiment on arrive avec des centenaires, un nombre important de centenaires, une proportion importante de centenaires de l'ordre de 4 à 5 fois plus en proportion que, dans le reste de la population. C'est-à-dire que là où on aurait un centenaire, je crois, pour 150 habitants ou 200 habitants en France, on va se retrouver avec un centenaire, on va se retrouver avec 3 à 4 centenaires pour 100 habitants dans ces zones-là, ce qui est tout à fait remarquable. Sur ces critères-là, donc c'est à la fois l'espérance de vie en termes de longévité et l'espérance de vie en termes de, toujours cette idée de vie sans incapacité sévère, c'est-à-dire sans handicap, sans maladie chronique qui fait que vous devenez dépendant. C'est-à-dire que ce sont des centenaires
qui restent indépendants dans leur manière de vivre. Ou en tout cas, qui approchent, 90 ans et cetera, des âges avancés où normalement, dans la plupart des pays, on se retrouve avec la nécessité de mettre en place des mesures, pour lutter contre la dépendance de ces personnes-là. Eh bien là, il y a pas besoin. Ou du moins, c'est pris en charge autrement et en tout cas, ils pourraient quasiment s'en sortir par eux-mêmes. D'où, eh bien, dans cette étude des 5 zones dont j'ai parlé, donc Okinawa au Japon, la côte est de la Sardaigne, Ikaria en Grèce, Nicoya au Costa Rica et Loma Linda en Californie. Alors on va les passer ensuite en détail. Il y a eu au début de ces recherches un certain nombre de controverses sur le fait que est-ce que ces gens étaient vraiment des centenaires? Et notamment des controverses quant à la probité et l'assurance que les registres d'état civil ou équivalents étaient bien tenus. Cela a été assez vite balayé parce que ce sont quand même pas des charlots qui sont allés faire ces études-là, ce sont des démographes et des géographes et qui sont allés voir et qui sont allés s'assurer que quand ils rencontraient un centenaire, cette personne avait vraiment 100 ans, 103 ans, 105 ans, et cetera. Donc ils ont vraiment essayé de recouper le plus possible et ce sont des zones où les états civils sont suffisamment bien tenus pour qu'on puisse avoir totale confiance dans ces données-là. Au départ, avant que j'explique un peu les zones bleues, il y a eu la recherche de facteurs explicatifs particuliers à cette spécificité des zones bleues, et notamment le premier questionnement qu'il y a eu, c'était sur est-ce qu'il n'y aurait pas des facteurs génétiques dans ces populations qui pourraient expliquer ces spécificités? Est-ce qu'il n'y aurait pas dans leur génome quelque chose, un gène, quelque chose qui pourrait expliquer cela? Ben, en fait, il y a rien de probant n'a été trouvé dans aucune des zones, à l'exception peut-être, et l'étude est encore en cours, de Nicoya au Costa Rica, où il y a une recherche sur les télomères, ils font des prélèvements, parce qu'il y a vraiment eu l'observation particulière, et un peu plus que dans les autres zones, d'une différence entre l'âge biologique des personnes et leur âge civil. Et une différence de jeunesse, c'est comme s'ils avaient 10 ans de moins. Et donc cette particularité dans les artères, dans les articulations, dans la solidité du squelette, et cetera, de ces personnes a amené à une étude qui est encore en cours sur essayer de voir si dans les télomères, et dans l'épigénétique et la génétique de ces populations, il y avait des facteurs particuliers. Mais ça dit dans un lieu comme, Loma Linda en Californie. Loma Linda, c'est une ville qui a été créée par une communauté de protestants adventistes et en Californie, et ils sont originaires du monde entier, en fait. Ils se sont réunis à cet endroit-là parce que c'est le centre de leur communauté mondiale, mais il y a des gens qui sont originaires d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, d'un peu partout, et pourtant on observe des particularités de zones bleues, alors que là, il y a une véritable diversité ethnique et culturelle de ces populations. Le deuxième facteur qui a été recherché, et en partie seulement, parce qu'on va voir, a été exclu, c'est le facteur environnemental. Parce que certes, bah, vous avez pu voir sur la carte que j'ai projetée, on est dans des zones de type tempéré, de type méditerranéen ou légèrement tropical, mais sans excès, particulièrement pour Nicoya et Okinawa, mais plutôt dans des zones tempérées méditerranéennes. Mais ça n'a pas été retenu comme un facteur suffisant parce qu'il y a quand même des différences et des disparités entre chacun des climats du coin. Simplement, ce qu'on peut remarquer malgré tout, c'est qu'on est dans un endroit où il y a pas mal d'ensoleillement, suffisamment d'ensoleillement, mais pas trop, ce qui permet d'avoir quand même beaucoup de vitamine D disponible et qui permet aussi d'avoir un éventail de cultures, et notamment de cultures maraîchères, et une diversité de cultures maraîchères tout au long de l'année que vous ne retrouveriez pas dans des zones subsahariennes ou dans des zones sahariennes ou dans des zones nordiques, par exemple,
où effectivement, il est plus difficile d'avoir, une alimentation variée en légumes quand vous avez, 6 mois d'hiver, des ou de la sécheresse ou, des zones arides, voilà. Il est beaucoup plus facile d'avoir un beau jardin, flamboyant à Okinawa que sur le haut plateau tibétain. L'alimentation, on va voir qu'il y a un impact quand même très important, hein, comme disait Hippocrate, que ton premier médicament soit ton alimentation. Bah, effectivement, le climat, malgré tout, a un impact, à la fois, donc je le dis, sur la vitamine D au départ, du soleil, mais pas trop, mais malgré tout pas trop. On n'est pas en zone tropicale, plutôt en zone méditerranéenne, et la possibilité d'avoir, des fruits et des légumes tout au long de l'année. Voilà, et dans une grande variété. Dans une deuxième partie, j'aimerais, bah, développer, chacune des particularités des zones bleues en détail. On va commencer par, Okinawa, qui est peut-être la plus connue. Il y avait un livre, qui a été écrit il y a maintenant une dizaine d'années, qui a eu un certain succès, et qui s'appelle Ikigai, Hector, Garcia et Frances Miralles, Le secret des Japonais pour une vie longue et heureuse. Alors Okinawa, c'est l'île la plus méridionale du Japon. Le Japon est assez étendu d'amplitude, de latitude, entre le sud de l'île de Sakhalin, qui est, dans un endroit, qui est quand même très froid, avec beaucoup de neige en hiver, et Okinawa tout au sud, qui a un climat quasi tropical. Il y a une grande amplitude. Donc c'est l'île méridionale du Japon. C'est une île, c'est ce qui va faire aussi sa particularité, c'est-à-dire qu'il y a un écosystème effectivement particulier à Okinawa, et ils ont, par rapport au reste du Japon, ils ont eu traditionnellement, un régime alimentaire tout à fait particulier. C'est un régime alimentaire très pauvre en protéines animales, beaucoup plus pauvre que pour le reste du Japon. Il n'y a quasiment pas de poisson, quasiment zéro viande, et qui est basé sur un aliment de base, deux aliments de base, le riz, bien sûr, comme un peu partout en Asie, et une variété de patates douces qui est violette et qui contient 20 fois plus d'antioxydants que le meilleur fruit chez nous dans nos latitudes, qui est un contenant de l'Occident, qui est la myrtille. Donc, bah, quand vous avez ça comme base et que vous mangez, que ça à chaque repas, beaucoup de cela à chaque repas, effectivement, ça va avoir un impact. Ils ont une alimentation qui est, de manière générale, est dense, riche, nutritive, mais très peu calorique. Notamment, on a compté que leurs apports, journaliers en calories est légèrement inférieur à 2000 kilocalories, ce qui est même, légèrement en dessous des recommandations de l'OMS, alors qu'en Occident, on est au-delà de 3000, et qu'aux États-Unis, ils sont quasiment à 4000 kilocalories par jour. Ce qui explique, en moyenne, hein, ce qui explique, le problème de l'obésité aux États-Unis. En plus, ils ont cette philosophie de vie qui est de ne pas manger à satiété, ou d'arrêter de manger quand ils ont rempli leur estomac à 80%, pour garder en fait une forme de légèreté, une forme de capacité à bouger, même après avoir, mangé, un bon repas. Ils bougent beaucoup. Ça, c'est une très grande particularité. On le retrouve partout, mais une particularité d'Okinawa, c'est que dans les logements traditionnels, il n'y a quasiment pas de meubles. C'est-à-dire qu'ils ont gardé des logements traditionnels à la japonaise, tatami, murs, rangements, certes, mais sur le sol, on s'assoit sur des coussins avec des tables basses, etc. Pourquoi ça, c'est très important? C'est parce qu'en fait, dans la vie d'un Okinawayen, eh bien, il est tout le temps en train de se lever, de se rasseoir, de se relever, de se rasseoir. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des personnes âgées de plus de 80 ans qui ont une souplesse, une mobilité extraordinaire par rapport à des Occidentaux qui ont un super canapé, qui dorment dans des lits à hauteur conséquente quand on commence à être âgé, et qui se déplacent et qui font beaucoup moins de choses, notamment d'exercices de ce type-là. Donc il y a une grande souplesse, c'est impressionnant si vous regardez le film de Dan Buettner, enfin vous les voyez, ils sont assis en lotus à 95 ans, sur leur coussin, sur leur tatami, hein. Donc tout le temps en train de bouger, tout le temps assis par terre. En plus, ils ont une activité physique relativement intense, même si c'est des activités physiques douces.
C'est, à la base du jardinage, c'est-à-dire que tous les centenaires du coin ont un jardin et cultivent leur jardin. C'est une tradition qui vient en fait du fait qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu, une grande disette à Okinawa et que c'était le seul moyen de s'en sortir, c'était d'avoir chacun son jardin et ça a été développé à ce moment-là, à la fin des années 40 et depuis, ben, le pli a été pris et tout le monde a son jardin et cultive ses légumes. Donc vous voyez des personnes âgées, 100 ans, 105 ans, plus même, et qui sont en train de faire leur jardin et qui sont en forme comme s'ils avaient 80, 85 ans, largement. Beaucoup de bricolage, ils adorent bricoler, et on voit aussi des artisans qui sont au sommet de leur art, qui ont plus de 90 ans et qui continuent en fait à fabriquer du papier, des instruments de musique, etc. C'est très important cet aspect-là parce qu'en fait, c'est une activité physique qui n'est pas une activité physique de type sportive où on va se dépasser, mais c'est une activité physique qui fait travailler le cardio et c'est surtout une activité physique qui nécessite en fait d'être tout le temps souple. Pour faire son jardin, il faut se baisser. Pour s'asseoir sur son tatami, il faut se baisser, il faut pouvoir se relever, etc. Et ça, c'est très important parce que en fait, le défaut de mobilité des personnes âgées sous nos latitudes, est source en fait d'une chute importante de l'espérance de vie. On considère qu'une personne âgée qui fait une chute grave, qui va se casser la hanche ou qui va avoir un problème à un âge avancé, au-delà de 65 ans, eh bien, va perdre jusqu'à 10 ans d'espérance de vie du fait de cette chute. Et cette chute, elle n'est pas due au fait que la maison soit mal faite, et cetera. Elle est due aussi au fait que la souplesse a été perdue, que une musculature, nécessaire a été perdue et que, des habitudes, en fait, de vie ont sclérosé progressivement, les organismes. L'autre aspect, très intéressant à Okinawa, c'est ce qu'on appelle les moai. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un moai? Un moai, ce sont des communautés d'entraide intragénérationnelles. C'est très important, intragénérationnelles, parce que beaucoup des jeunes Okinawaïens sont partis. Donc, euh, il n'y a pas vraiment de solidarité intergénérationnelle présente du fait que le travail se trouve dans les autres îles et les autres îles du Japon sont plus dynamiques économiquement. Et donc, bah, ils sont décidés de se soutenir entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des communautés d'entraide intragénérationnelle. Le principe de Moai, c'est des petits groupes où bah, s'il y a une des personnes qui a un problème, et ben, les autres vont s'occuper de lui, lui faire sa cuisine, faire le jardin, le temps que la personne aille mieux. Et ce qui permet en fait d'avoir un échange et au-delà en fait de s'entraider, bah, c'est juste ils sont tout le temps ensemble et ils font beaucoup d'activités ensemble. Là aussi, on peut faire le contraste avec nos contrées, la longévité sous nos latitudes. La solitude, on a compté que la solitude faisait perdre 15 années d'espérance de vie. Hein. Et par exemple, je vais vous dire, l'espérance de vie d'une personne qui rentre dans un EHPAD est de 2 ans en moyenne. Donc ça veut dire que si vous mettez demain vos parents ou vos grands-parents en maison de retraite, son espérance de vie va diminuer. Donc ils ont cette solidarité intragénérationnelle où, eh bien, ils font les choses ensemble pour justement s'entraider et garder le maximum d'autonomie. Et puis il y a le dernier point que je ne vais pas forcément développer, énormément ce soir, ce qu'ils appellent, c'est le concept japonais dont j'en ai parlé tout à l'heure, l'ikigai. L'ikigai qui est, cette raison de vivre. C'est-à-dire que tous quand on leur demande mais qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à ces âges avancés dans cette forme-là? Eh bien, c'est la joie de vivre, c'est l'envie de vivre et avoir l'envie de se lever tous les matins et d'avoir une raison de vivre dans sa vie. Donc, ils appellent ça en japonais l'ikigai. Ça, c'est très important pour eux. Je vais passer à la Sardaigne, donc l'ouest de la Sardaigne. Je vais aller un peu plus vite. Eux, ils ont un régime alimentaire de type méditerranéen naturel. Hein, donc on retrouve toutes les caractéristiques du régime méditerranéen, même s'il y a un peu plus de céréales en Sardaigne que dans le régime méditerranéen de type crétois ou grec, mais c'est prépondérant, c'est ce régime méditerranéen qui est le leur.
On est aussi là dans une région qui est qui sont des régions de moyenne montagne. Et on s'est aperçu que quand on faisait la différence entre les villages qui étaient relativement plats, bah, il n'y avait pas de plus de centenaires que la moyenne de l'île de Sardaigne, mais que dès qu'on était dans des villages avec du dénivelé, eh bien, le fait que de monter et descendre tout le temps, eh bien, on avait plus de centenaires. Bah oui, parce que bah, c'était finalement le simple fait de devoir monter, descendre pour aller à l'église, pour retrouver ses amis, etc. Et c'est leur activité physique principale. C'est aussi une communauté de gens qui étaient principalement des paysans, des agriculteurs, des éleveurs, et qui avaient leur exercice physique tout au long de leur vie a été ben, de suivre leurs troupeaux, de s'occuper de leurs bêtes ou de cultiver principalement leurs vergers et, et leur potager. Quasi absence de stress, principe de chez eux, c'est slow life, on prend le temps de vivre, un mode de vie simple, un mode de vie agricole, et pas de maison de retraite. Là non plus, les vieux. Et là, on est plus, contrairement à Okinawa, dans une solidarité intergénérationnelle. Il y a des jeunes qui sont des plus jeunes, 50 ans, 60 ans, qui sont restés et qui prennent en charge en fait les personnes, les centenaires, les plus de 80 ans, 90 ans, etc., et qui les prennent en charge chez eux, qui s'organisent pour les aider en les aidant à faire leurs courses, en les aidant à faire leur cuisine, en ayant du lien social. Et le lien social est très important dans cette solidarité ici, plutôt intergénérationnelle. Ensuite, Loma Linda, c'est en Californie, dans la vallée du vin, je crois. C'est une communauté de chrétiens adventistes. Et ces chrétiens adventistes, donc ils se sont réunis dans cette ville, ils ont créé une ville, hein, au début du XXe siècle. Et ils ont une particularité, eux, c'est d'être végétariens. C'est-à-dire que le végétarisme fait partie de leurs observances spirituelles et religieuses. Donc pas du tout d'apport en protéines animales. Végétarien ou végétalien, principalement végétarien. Alors eux, le principe, donc leur régime alimentaire est très important, c'est un régime alimentaire de type aussi relativement méditerranéen, étant donné l'endroit où ils sont, hein. La Californie, c'est un climat de type méditerranéen, avec même un peu moins d'amplitude thermique entre l'hiver et l'été que par chez nous, que nos climats méditerranéens européens. Et ce qui est très important dans cette communauté-là, c'est au-delà du régime végétarien, c'est l'importance des activités bénévoles qui revêtent un caractère quasiment obligatoire. Vous devez participer à la vie de la communauté et cette participation, quel que soit votre âge, quelles que soient vos conditions physiques, quelle que soit votre activité professionnelle à côté, l'activité, le bénévolat, de donner au reste de la communauté. Donc, c'est une vie sociale qui est là aussi très riche. Et l'importance en fait d'une spiritualité et d'un sentiment de communauté. C'est des gens qui vivent là ensemble parce qu'ils partagent cette même spiritualité, ces mêmes croyances et qui ont une vie de communautaire extrêmement riche. Et d'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites qui nous prouvent que quand on a une vie spirituelle, et notamment une vie spirituelle communautaire, eh bien, ça tend à augmenter l'espérance de vie jusqu'à 7 années d'espérance de vie en plus. Je vais passer à Ikaria, qui est une île grecque très proche de la côte turque. Alors eux, ils ont le régime méditerranéen tout à fait typique, le régime méditerranéen de type quasiment crétois, hein, et avec une prépondérance en plus des plantes médicinales aromatiques. C'est-à-dire que la présence des plantes médicinales et aromatiques est très importante dans le régime d'Icaria. Ça a certainement un impact très important. Eux aussi, alors j'en ai pas parlé, mais en Sardaigne, et on verra aussi à Nicoya, la consommation du vin est certainement un facteur important, de vin rouge, avec modération. Le vin rouge, c'est aussi très bon parce que c'est plein de vertus, de polyphénols, d'antioxydants. Et donc, c'est consommation de vin avec modération qui joue aussi beaucoup dans leur équilibre. Ils ont une vie sociale, eux, qui est plutôt liée à la tradition
de se retrouver pour faire la fête ensemble. Il y a beaucoup de festivités, beaucoup de danses traditionnelles, de musique traditionnelle, où on se retrouve, pour manger, pour rire, pour faire la fête, pour danser ensemble et ça joue beaucoup, là aussi, sur, leur vie sociale. Pareil qu'en Sardaigne, une activité, physique de type, pastoral, ou, petite agriculture, qui, les maintient en vie. Dans le film de Dan Buettner, il y a un exemple tout à fait intéressant. C'est un Grec d'Ikaria qui avait émigré quand il était jeune aux États-Unis et puis, quand il a fini sa vie professionnelle, on lui a diagnostiqué à l'âge de 60 ans un cancer incurable du fait, il était peintre, je crois, c'est du fait des inhalations de solvants dans les peintures. On lui a dit: «Bah, voilà, vous en avez peut-être maximum pour 2 ans à vivre». Et donc il s'est dit: «Bon, bah, je vais retourner chez moi, je vais retourner vivre à Ikaria, je vais passer les 2 dernières années de ma vie, dans mon milieu d'origine avec mes proches, à retrouver mes racines et ma famille». Il allait s'installer là-bas et puis maintenant, bah, il a 98 ou 99 ans. Donc en fait, les 2 ans de vie, Ikaria lui a rajouté, quasiment une trentaine d'années de vie supplémentaires. Donc ça prouve que il y a quelque chose dans ces zones bleues qui est, pas, de l'ordre de l'inné, mais de l'acquis. C'est-à-dire que, on en reparlera, mais il y a peut-être des leçons à avoir, des leçons à prendre de ces modes de vie. Et puis je vais finir par Nicoya au Costa Rica. Eux, ils ont un régime à base de maïs traditionnel, beaucoup de haricots rouges, une variété de haricots rouges pleine d'antioxydants et beaucoup de fruits et de légumes. Particularité de Nicoya au Costa Rica, c'est que c'est un endroit assez pauvre et reculé et il y avait pas de machine. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ils le font à la main. Ils font les récoltes à la main, ils font la cuisine tout à la main, bref, il y a rien, tout est fait avec, des vieilles machines. Il y a éventuellement des machines, mais ce sont des machines, très rustiques et c'est la force, c'est l'huile de coude qui les fait marcher. Là aussi, ils parlent beaucoup de ce qu'ils appellent, eux, Nicoya, la plan de vida. C'est un peu l'équivalent de l'ikigai. C'est, bah, ils ont une bonne raison de vivre et de continuer à vivre, même quand ils sont âgés et de prendre son temps. C'est-à-dire que, ils travaillent dur, mais ils savent aussi prendre du temps pour eux, pour la vie sociale, pour profiter de la vie. Si on fait le sommaire de ces zones bleues, eh bien, on va trouver des caractéristiques communes, très intéressantes. Voilà, donc j'ai repris, ici, le diagramme qu'on retrouve dans, le film de Dan Buettner, je l'ai traduit et donc il a à chaque fois pris chacune des caractéristiques de ces 5 zones bleues et il les a regroupées par grandes familles. Et donc on peut voir ici qu'il a regroupé en 4 grandes familles: la famille de la perspective, la famille de l'alimentation, la famille des liens sociaux et la famille de bouger naturellement. Alors je vais commencer par manger raisonnablement et ce qu'on voit, dans les points, tout à fait particulier et commun dans ces zones bleues, c'est, la prépondérance des végétaux dans, le régime alimentaire. Que ce soit des régimes végétariens, des régimes, méditerranéens ou le régime d'Okinawa. La possibilité de boire du vin, le vin c'est bien, voilà. Donc si vous aimez le vin, toujours avec modération bien sûr et de manière générale la modération en quantité et la modération en nombre de calories, ingérées chaque jour. Ça, c'est très important. Je pense qu'ils ont aussi la chance, c'est que ce sont des endroits qui sont encore préservés de l'agriculture industrielle et donc ils ont pas besoin de manger beaucoup pour avoir des forts apports nutritionnels, hein. J'ai partagé aujourd'hui sur mon compte, fil Telegram, pour ceux qui sont abonnés à mon canal, cette idée qu'en 50 ans, depuis, l'introduction de l'agriculture industrielle, les nutriments dans la plupart des aliments, dans les régimes industriels et même dans des régimes naturels, dans des pays industriels, a chuté de l'ordre de 40-50-60 selon les types d'aliments.
Donc, et même voilà, à cause de l'appauvrissement des sols, à cause de la surfertilisation, à cause de la standardisation des espèces, etc. Donc là, eux, ils peuvent se permettre cette modération parce qu'ils ont aussi des aliments de qualité. Ensuite, donc la partie lien, c'est toute la partie lien social. La partie lien social est extrêmement importante. On la sous-estime énormément, je trouve, moi, dans la longévité et dans la santé. C'est d'avoir une proximité familiale, d'être soutenu par sa famille, de vivre en couple. Et oui, quand on vit en couple âgé, eh ben, on a tendance à survivre plus longtemps que quand on est seul et célibataire ou isolé. Et puis cette idée d'Anne Meutner de la bonne tribu, c'est-à-dire d'avoir au-delà du couple et de la famille, une communauté sociale avec laquelle on fait des activités, avec lesquelles on échange, avec lesquelles on a de la joie de vivre ensemble. Bouger naturellement. Alors bouger naturellement, cette idée, c'est pas le sport, c'est pas le sport tel qu'on l'entend chez nous, hein, le sport où on va aller faire du sport, on va aller faire du cardio, on va aller à la salle, on va s'entretenir, etc. C'est très bien quand on a 30, 40, jusqu'à 40, 50 ans. À partir de 60, 70 ans, en fait, c'est plutôt même problématique, en fait, ces sports de beaucoup de contacts et ces sports qui peuvent être cardiaquement un peu violents. Non, bouger naturellement, ça veut dire avoir une activité, que ce soit une activité de faire les choses à la main, que ce soit une activité d'aller jardiner, d'entretenir son jardin. D'ailleurs, si vous entretenez votre jardin, eh bien, ce que vous mangez, c'est ce qui vient de votre jardin. Et si vous faites attention à ce que vous mettez dans votre jardin par de la permaculture, en faisant attention à ce que vous mettez comment vous cultivez vos légumes, etc., eh ben, c'est autant mieux pour le côté opposé qui est sur le diagramme là, qui est la partie manger raisonnablement et marcher. C'est très important, hein. La sédentarité, la sédentarité est un tueur silencieux. Plus on est sédentaire, alors sédentarité, ça ne veut pas dire d'être tout le temps au même endroit, mais c'est maison, voiture, supermarché, voiture, maison. Maison, voiture, café, voiture, maison, etc. C'est ce mode de vie-là. Et puis, à nos âges, nous qui sommes encore actifs, maison, voiture, travail, voiture, restaurant, voiture, maison. Grosso modo. Métro, boulot, dodo. Non, c'est voiture, boulot, dodo. Cette sédentarité-là, en fait, est très, très problématique. Là-bas, ils marchent beaucoup. Ce sont des endroits où il y a assez peu de voitures. Ils utilisent les transports en commun s'il y en a, mais ce sont quand même des régions assez pauvres et le nombre de voitures par habitant est assez faible. Et puis, la partie perspective, c'est la partie que je considère la plus spirituelle, certainement. C'est eh bien d'abord d'avoir une relation saine au stress. C'est pas des vies sans stress, mais c'est un stress sain, le stress nécessaire parce que on prend soin de son jardin, parce que on prend soin de ses proches, donc bah, on fait attention, donc forcément ça peut générer un peu de stress, mais c'est pas le stress industriel, c'est pas le stress que l'on a dans nos sociétés, le stress du travail, etc. La foi est très importante dans la spiritualité, d'avoir la foi, d'être inscrit dans une religion, d'avoir une perspective, plus autant que la foi, avoir une perspective philosophique, spirituelle sur la vie. Quelque chose qui vous donne une philosophie de vie importante aussi, et par rapport à la mort aussi, parce qu'on arrive dans des âges où la mort devient un facteur éventuellement de stress. Quand vous commencez à avoir 80, 85, 90 ans, il ne reste plus beaucoup d'années à vivre, et qu'est-ce qui se passe après? Et si vous avez une forme d'anxiété existentielle du fait de mourir, cette anxiété génère en réalité eh ben, une mort prématurée, hein. Plus on stresse de la mort et plus on attire la mort à soi, quelque part. Et puis cette idée de mission de vie, c'est-à-dire que l'idée d'être engagé dans quelque chose qui vous donne envie de se lever le matin, quelque chose qui vous donne encore envie de faire des choses. Et malheureusement, la retraite, c'est très bien, hein, faire une retraite après avoir fait un travail parfois harassant dans la vie, d'avoir ce temps finalement dans sa vie, à la fin de la vie, c'est très bien. Mais le risque, c'est la chute.
On voit, hein, il y a, si on regarde quand on regarde les courbes, d'espérance de vie, qu'il y a après l'âge de la retraite un creux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne survivent pas longtemps au fait d'avoir perdu un emploi et surtout quand, on est dans des sociétés où l'équilibre, vie privée, vie personnelle, vie professionnelle est déséquilibré, donc il y a pas d'équilibre, de perdre tout à coup le seul pilier de la vie qui était son travail, sa réussite professionnelle, eh bien, on a une chute brutale en fait à ce moment-là. Puis après il y a ceux qui survivent et puis qui vont eux rester plus longtemps. Donc, continuer à avoir, envie de faire des choses, avoir, la motivation chaque matin de se lever et je dirais, de faire autre chose que juste des mots croisés et regarder la télé. Alors, si on est passionné de mots croisés, c'est très bien, mais je pense pas que ce soit tout à fait quand même suffisant, comme mission de vie que, de faire, des mots croisés toute sa journée. Voilà, c'est peut-être un peu un jugement, je l'avoue, mais heu, mais on peut faire, si on adore ça, on peut faire des tournois de Scrabble avec ses copains, on peut participer à tout un type d'activité et ça déjà c'est un peu mieux que de rester dans son canapé et malheureusement, dans nos contrées, on a beaucoup trop de personnes âgées, en fait, qui ont cette vie trop oisive, à partir du moment où ils sont en retraite et plus l'âge va avancer, plus ils vont perdre de capacité physique et plus ils vont entretenir cette forme d'oisiveté qui, selon moi, est, un petit peu problématique. Alors, quelles leçons on peut tirer des zones bleues? Parce que ce qui est intéressant dans ces zones bleues, c'est que ça n'est pas lié entièrement à des facteurs géographiques, à des facteurs sociaux ou à des facteurs culturels. C'est-à-dire que ces principes que je viens de vous présenter sont des principes, finalement, qu'on peut tous appliquer. Et Dan Buettner, ce qui est intéressant, c'est il s'est dit: «Beh, pourquoi je pourrais pas essayer de faire la même chose dans des villes aux États-Unis?» Et il a commencé dans une ville du Minnesota, parce que je crois qu'il était originaire du Minnesota et d'essayer de voir si on implémente les principes des zones bleues, est-ce que ça marche? Et bah, c'est assez bluffant parce que oui, ça marche. Alors on a parlé tout à l'heure de ce cas de ce Grec émigré aux États-Unis qui revient à Ikaria et puis qui gagne, 30 ans d'espérance de vie par rapport au diagnostic qu'avaient fait les médecins aux États-Unis. Heu, mais donc ce qui est possible au niveau personnel l'est très certainement aussi au niveau, social et au niveau communautaire. C'est-à-dire que, bah, se poser la question déjà, est-ce que nos modes de vie, et notamment la manière dont on gère le grand âge, dans nos pays, sous nos contrées, sous nos latitudes, est-ce que c'est facteur de longévité et de bonheur? Bah, permettez-moi de vous dire que moi j'en doute personnellement. Le principe des EHPAD, le principe, de l'isolement, le principe de la «retraite» entre guillemets, je veux pas, je sais que, le sujet de la retraite est très, touchy en France, c'est un totem, mais la retraite trop oisive est problématique. Heu et enfin aussi l'alimentation. L'alimentation et le 3e aspect qui est, l'activité physique. Nos personnes âgées ne font pas assez d'activité physique. De manière générale, heu, c'est une généralité. Il y a toujours bien sûr des gens qui sont différents, mais de manière générale quand on regarde, mais donc et puis ce sont des choses qu'on peut prendre aussi en amont. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'appliquer les principes des zones bleues aux personnes âgées de plus de 65 ans, mais de voir en fait comment est organisée notre société de manière globale depuis, notre plus jeune âge et est-ce qu'on ne peut pas l'appliquer? Parce que la longévité, ça se construit, bah, dès l'enfance quasiment, dès la jeunesse. Les bonnes habitudes, plus on les prend tôt et plus on se donne une chance, d'acquérir cette longévité et encore une fois, il ne s'agit pas d'une longévité pour la longévité, comme on a essayé de le faire un peu en France avec cette idée que, la France dans les années 90 était le pays où, la longévité des femmes était un des plus élevés au monde. Oui, mais dans quel état? Dans quel état physique? Dans quel état de santé?
et dans quel état social. Ça, si c'est pour être isolé et vivre 5 ans, 3 ans, 2 ans en EHPAD les dernières années de sa vie, Alzheimer, etc., c'est problématique. Il y a, à Okinawa, il y a 0 Alzheimer. C'est formidable quand on y pense. Donc, et pourtant, des centenaires, ça doit être la zone où il y en a le plus. Hein. C'est quand même assez peuplé, Okinawa. Quelles leçons on peut apprendre? Bah, déjà, la première partie, l'alimentation. Est-ce qu'il y a des principes qu'on peut mettre en œuvre dans notre vie pour avoir une meilleure alimentation? Eh bien oui, aujourd'hui l'alimentation occidentale est problématique. Regardez ce qu'on mange, dans quelle quantité, dans quelle qualité, avec quels apports réels, quels sont les apports nutritifs, quels sont les apports en polluants, quels sont les apports en graisse, tout ça est problématique. Si vous voulez vous mettre à faire le régime d'Okinawa, c'est très bien, hein. Vous allez avoir des difficultés quand même parce qu'il y a plein de légumes qui sont indisponibles chez nous. Mais on a cet avantage, c'est que chez nous, on a le régime méditerranéen. Et le régime méditerranéen, c'est le régime européen du sud de l'Europe qui est le plus facile, qui est assez facile chez nous à adopter. Donc vous voyez, c'est la base de cette pyramide du régime méditerranéen, c'est déjà pas de sédentarité. Pratiquer une activité physique, profiter des repas en communauté, ne pas manger seul c'est terrible, hein. Et puis profiter des autres, bouger sainement. La base ensuite de cette alimentation, c'est, alors ici ils ont mis ensemble les féculents et les légumes, les féculents, les céréales et les légumes, mais si sur cette base-là, c'est 3/4 végétaux, et un quart maximum de féculents, des graines, des épices, les huiles comme l'huile d'olive, les oméga 3, etc. Un bon rapport entre les bons oméga 3 et les oméga 6 et les mauvais oméga dans les graisses. Si on mange un peu de nourriture carnée, ben, ce sera en priorité plutôt des poissons et des fruits de mer, mais avec modération, vous voyez, c'est 2 fois par semaine. Là, c'est écrit au moins 2 fois par semaine. Je pense même que c'est un peu trop, personnellement. Voilà. Boire de l'eau, beaucoup d'eau, de la bonne eau, si c'est possible. Hein. Là aussi, il y a un problème, c'est que l'eau, si vous habitez en ville, etc., parfois c'est problématique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais si vous êtes intéressé, un naturopathe pourrait bien vous expliquer en fait le problème avec les eaux de robinet et avec les eaux en pack. Voilà. Alors il y a des solutions bien sûr. Tout ce qui est volaille, œufs, fromage, yaourt, en quantité encore moindre. Voilà. Les produits laitiers en fait, notamment les produits laitiers de vache, sont quand même assez problématiques. On en mange, je pense, beaucoup trop hein, dans nos régimes alimentaires. Et plutôt des volailles et des œufs, si on veut avoir de la viande, que de la viande rouge. Et la viande rouge, c'est vraiment très occasionnellement. C'est très bien aussi, hein, mais en faisant très attention à ce qu'on mange. Donc, c'est simple. Le régime alimentaire méditerranéen est très simple. Plein d'antioxydants, oméga 3. Au-delà du régime alimentaire et de son équilibre tel que je le présentais, c'est aussi important. On a vu, j'ai parlé en fait de l'appauvrissement en nutriments de l'alimentation en Occident. Donc naturel, autant que possible, donc non transformé, bio, bio parce que le bio est quand même préservé de la chute des nutriments. Parfois, il y a quand même des problèmes. Donc, bio, c'est pas suffisant. De saison, parce qu'en réalité, ce qui est intéressant dans manger de saison, c'est que dans les fruits et légumes de saison, vous trouvez ce dont vous avez besoin pour la saison et pour les apports qui sont nécessaires par rapport à maintenant. Voilà. Manger des tomates en hiver, c'est pas des apports très intéressants. Mais les choux, les carottes, les choses comme ça, en hiver, c'est très intéressant. Local, ça permet en fait de manger des choses qui sont mûres et pas d'être obligé d'aller manger des choses qui ont été cueillies vertes et qui ont mûri dans la chambre froide. Parce que quand vous mangez des choses qui ont mûri dans la chambre froide, il y a 0 nutriment intéressant là-dedans. Voilà. Et raisonner. Pourquoi le raisonner est aussi important? Parce que le raisonner, en fait, il protège les sols
au-delà même du bio. Et en protégeant les sols, ils protègent les apports nutritifs que vont avoir les fruits et légumes que vous mangez. Et donc, c'est bien meilleur pour la nutrition. Donc, ça va être de la permaculture, de la biodynamie, etc., qui respectent le terroir, qui respectent la terre qui nous donne notre nourriture. Et puis, peu de graisse et minimum de graisse, de mauvaise graisse, et minimum de protéines animales. En fait, beaucoup d'apports qu'on pense que la viande rouge nous apporte, en fait, est apporté et beaucoup plus biodisponible, en réalité, dans des bons fruits et légumes. À partir du moment où ils sont bons, bien sûr. Le vin, c'est très bien, voilà, donc en plus, c'est festif. Si vous gardez un seul alcool, le vin, c'est un très bon alcool, toujours bien sûr avec modération. L'activité physique, donc après, ben, mettre en place une activité physique régulière. Alors, c'est pas du sport en tant que tel, mais comme on a dit, c'est jardinage, bricolage, la marche, les exercices qui favorisent l'équilibre, faire sa cuisine, garder peut-être un peu d'activité, genre de l'artisanat, de la créativité, c'est aussi très bon pour le moral et pour le mental. Tout ça intégré à la vie quotidienne. C'est une vie simple, mais une vie active. Les relations sociales, l'importance des liens communautaires et familiaux, inter et intragénérationnels, préserver les liens avec votre famille, préserver les liens avec vos proches, avec vos voisins, essayer de construire une communauté autour de chez soi. Une communauté de destin de gens. Là, c'est une des particularités, hein, c'est qu'à chaque fois, on est dans des zones où il y a des gens qui ont des communautés de destin, de gens qui ont toujours vécu là, qui se connaissent souvent depuis l'enfance ou depuis de nombreuses années, et aussi qui sont enracinés en fait à l'endroit où ils vivent. Donc choisir un endroit où vivre et où on vit bien, et ça c'est quand même source de qualité de vie. Et puis cette philosophie de vie, peu de stress, minimum de stress, ou juste le stress nécessaire. Une vie sans stress, c'est aussi une illusion, ça n'existe pas, et puis c'est pas forcément très bon non plus pour la santé d'être sous-stimulé. Une vie simple, une vie naturelle, une vie traditionnelle. Voilà, tout ça, ce qui est très intéressant, c'est une vie traditionnelle. Et puis, une vie empreinte de spiritualité. Je pense que c'est un aspect qui est très important. Finalement, quels conseils on peut tirer de cela? Eh bien, ce qui est intéressant dans ces zones bleues, c'est, je vais dire deux choses, c'est particulière, ce sont pas des zones surmédicalisées, voire en fait, ce sont des zones qui sont médicalisées. Et contrairement à ce qu'on va vous dire, ce que vous dira la doxa médicale, je pense que c'est plutôt une chance que une perte de chance. Pourquoi? Parce que bah, simplement, ça oblige à se responsabiliser. Ce qui est très important dans les zones bleues, c'est à quel point chacun et chacune se responsabilise, prend en main son hygiène de vie. C'est intégré en eux, hein, donc ils ne se posent même pas la question en fait. Mais en réalité, c'est cela. C'est-à-dire que ce sont toujours des zones qui ont connu des difficultés à un moment donné, des difficultés d'ordre géographique, d'ordre climatologique ou d'ordre lié à la guerre, par exemple, et qui à un moment donné ont dû construire une forme de résilience. Et cette résilience, elle est venue de la base, elle est venue des gens. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le cas d'Okinawa, face aux disettes auxquelles ils ont été confrontés à la fin des années 40, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont pris en main et ils ont cultivé leur jardin. Et s'en sont sortis comme ça. Et c'est devenu finalement une habitude. La Sardaigne, c'est un endroit qui a connu dans l'histoire des fortes sécheresses et où ils n'ont pas toujours eu autant de variétés que cela. Mais en fait, ils ont pris en main leur écosystème général, leur écosystème, leur lieu de vie. Et c'est devenu un mode de vie aussi qui vise une forme de résilience. Et c'est pas juste une résilience pour être sûr de bien manger, c'est pas juste une résilience pour maintenir un environnement, c'est une résilience pour vivre bien et pour vivre heureux, avec ce qui leur est donné. Ce sont aussi des endroits qui peuvent être des endroits relativement isolés. L'île d'Icaria en Grèce, c'est pas l'île la plus facile d'accès depuis le continent. Il y a très peu de médecins. On se soigne avec ce qu'on mange finalement. On se soigne avec son hygiène de vie. Voilà. Donc,
Pour moi, c'est une leçon. J'avais fait une conférence sur l'autonomie en santé. La leçon des zones bleues, c'est la leçon de leur autonomie. C'est-à-dire que rien ne vient d'un extérieur. Personne n'est venu leur dire il faut manger plus d'oméga 3, etc. C'est venu naturellement en réalité. C'est venu de leur expérience. C'est une expérience vernaculaire de la santé, une expérience populaire, une expérience du bas. Et c'est une expérience, pour moi, à chaque fois, vraiment de résilience. Ils sont résilients dans leur vie, pas uniquement parce ils ont cette longévité, mais cette spiritualité particulière, cette approche de la vie, cette philosophie de la vie est liée aussi à cette résilience. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'on doit vraiment réapprendre dans nos sociétés parce qu'on vit de plus en plus au crochet, bon an, mal an, que ce soit bon gré, mal gré, mais au crochet d'un système de santé et d'un système étatique, d'État-providence, qui sera la providence de tout. Et on s'en remet à un extérieur. Mais qu'est-ce qui vous dit que cet extérieur-là, que ce soit l'État, que ce soit les intérêts économiques, vous veulent, vous veulent résilients et vous veulent en bonne santé et vous veulent vivre longtemps? C'est pas forcément qu'ils vous veulent du mal, mais c'est pas non plus que ce soit pas leur intérêt, c'est que leur intérêt, il est autre. Leur intérêt, il est ailleurs. Les seules personnes qui peuvent avoir un intérêt dans votre santé et dans votre longévité, c'est vous. Donc c'est à nous de nous prendre en main. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce documentaire de Dan Buettner, que je vous encourage vraiment à aller voir sur Netflix, donc 100 ans de plénitude, c'est le dernier épisode où il explique en fait le défi zone bleue qu'il a créé dans certaines villes et les résultats assez extraordinaires qu'il a obtenus en intégrant ces principes au quotidien. Voilà, donc la question c'est, est-ce que moi, chacun à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on fait pour intégrer ces principes dans notre quotidien personnel par rapport à notre propre hygiène de vie? Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi chacun participer au fait de faire de son village, de son quartier demain, de son entreprise, de sa communauté, de son quartier, j'ai déjà dit, de sa famille, voire de sa ville peut-être, voire de son pays, rêvons, une zone bleue. On a les recettes, il n'y a plus qu'à. Et c'est possible à faire. Il y a, il y a des méthodes, il suffit de le vouloir. Ben, pourquoi pas s'y mettre finalement? Et moi, je m'interroge vraiment depuis quelques semaines, quelques mois, sur comment on pourrait accompagner des communautés humaines, quelle que soit leur taille. On peut aller de une rue dans un quartier, à un village entier, ou une entreprise, ou une communauté spirituelle, ou ça peut être plein de choses, club de bridge, euh, faire de ces communautés humaines des zones bleues, c'est-à-dire des zones dont l'objectif, dont la philosophie, c'est la résilience, la longévité et le bonheur. La longévité en soi, c'est le véhicule, c'est pas l'objectif en soi, peu importe l'âge auquel on va mourir. Mais comment on fait pour créer autour de soi des écosystèmes vivants, humains, qui nous permettent de vivre la plénitude de notre vie? Je pense que c'est une interrogation à avoir et qu'il y aurait plein de choses à faire s'il y avait des personnes motivées pour le faire. Et je pense qu'on est plusieurs intéressés par cela à pouvoir aider à faire cela. Voilà. Moi-même, personnellement, je dis juste comme ça, j'ai été formé au coaching, mais pas seulement au coaching one-to-one, au coaching individuel, mais au coaching en entreprise, au coaching de groupe, à la gestion du changement. Et ce sont des projets que je pourrais faciliter d'une certaine manière. Et il y a certainement d'autres personnes qui ont aussi ces capacités-là. Donc voilà, l'idée ce soir, ma philosophie, c'était d'engager peut-être une réflexion auprès de vous qui êtes là avec nous,
mais est-ce que ce serait pas de beaux projets que d'amener cela dans des communautés humaines et de les aider à le mettre en place. On sait que ça marche, c'est pas compliqué à mettre en place, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de choses hyper complexes à faire, pas d'ingénierie génétique, il n'y a pas de révolution extraordinaire à faire. Il y a juste à avoir la motivation de se dire ensemble, eh ben, est-ce qu'on ne peut pas changer nos écosystèmes de vie pour vivre mieux, vivre plus longtemps et vivre en meilleure santé. Voilà un peu mon propos ce soir. Alors, si vous voulez creuser le sujet, je vous propose plusieurs choses. Si vous êtes abonné à mon infolettre mensuelle Santé et Sagesse, vous trouvez sur mon site internet facilement à vous abonner. J'ai fait un numéro spécial le mois dernier sur les zones bleues où j'essayais d'avoir un spectre le plus large possible avec les aspects santé, les aspects émotionnels, psychologiques et les aspects spirituels à la longévité heureuse. Sinon, je voulais vous conseiller plusieurs livres. Il y a un premier qui est de Dan Buettner. Dan Buettner, c'est que comme il travaillait au National Geographic, c'est très pédagogique en fait. Donc ce premier livre aux éditions Ça m'intéresse, Blue Zones, comme ça qu'on dit en anglais, où vit-on le mieux et le plus longtemps, et vous retrouvez tout ce que j'ai dit sur les différentes zones bleues, et puis la possibilité, l'ouverture dans le dernier chapitre sur qu'est-ce que nous on peut mettre en place à notre niveau pour appliquer ces principes. Un autre livre toujours de Dan Buettner, plus orienté sur le bonheur. Les zones bleues du bonheur, on l'a vu, hein, la dimension sociale, spirituelle et psychologique est très importante dans les zones bleues. Et là, donc, il reprend un peu la partie est-ce que vous êtes heureux selon les principes des zones bleues? Et vous pouvez faire vos tests et puis trouver aussi beaucoup de conseils. C'est assez conséquent, c'est très intéressant. Et puis le dernier, c'était celui-là, je vous ai présenté un peu plus tôt ça s'appelle Ikigai, le secret des Japonais pour une vie longue et heureuse. Et là, qui est orienté. Alors, la partie alimentaire est moins facile à mettre en place chez nous, mais toute la partie sur la raison de vivre, sur les réseaux sociaux, alors pas Facebook, hein, mais les communautés sociales sont très, très intéressantes et inspirantes dans ce livre-là. Il y a assez peu de littérature en français. Si vous lisez l'anglais, vous en trouverez davantage. Et puis, encore une fois, une bonne introduction, c'est ce reportage en 4 épisodes sur Netflix qui est vraiment très bien fait. J'ai juste sur ce reportage, si jamais vous l'avez vu ou vous voulez le voir, moi j'ai juste une réserve sur le choix que fait Dan Buettner d'inclure Singapour dans les zones bleues. Parce que il y a quelque chose de fondamentalement différent, je trouve. Alors lui, il l'inclut comme une zone bleue en devenir, Singapour. Moi, je suis dubitatif là-dessus parce que je trouve qu'on ne retrouve pas les caractéristiques des autres zones. Et pour moi, la longévité n'est pas suffisante. On trouve moins tout l'aspect spirituel, tout l'aspect autonomie en santé. C'est quand même beaucoup. Singapour, c'est une ville qui est certainement passionnante, mais c'est une ville très top-down, c'est-à-dire que c'est pas une ville extrêmement démocratique. Et en fait, ça montre plus en fait ce que fait un État pour appliquer un peu de force des principes qui permettent de se prévaloir d'être une zone bleue. Alors c'est pas le crédit social à la chinoise, c'est un peu plus soft, mais parfois ça en est pas loin quand même. Donc je suis plus dubitatif sur ce choix, même si il y a dans l'approche urbaine, parce que il y a des gens qui habitent dans des zones urbaines et on ne peut pas appliquer toujours tous les principes de zones plutôt rurales dans les zones bleues, dans les zones urbaines, même s'il y a certainement aussi quand même des bonnes idées. Mais de là à les appliquer dans les zones bleues, parmi les bonnes idées, juste pour donner, c'est si une famille
décide de s'installer à proximité de ses aînés et des grands-parents. À proximité, je crois, c'est moins de 300 mètres ou 400 mètres, je ne sais plus. Un demi-mile, je crois, quelque chose comme ça. Ils ont une prime. Ils ont une prime qui permet de payer une partie du logement. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est une incitation finalement à ce que les familles se retrouvent plutôt qu'elles soient éclatées, y compris au sein d'une ville, en fait, dans cette cité-État. Donc, si vous venez vivre à côté, dans la même résidence, dans le même bloc, dans le même quartier que vos aînés, eh ben, vous avez une prime pour acheter votre logement. C'est pas mal intéressant, hein. Ça peut inciter. Surtout quand les prix de l'immobilier sont très élevés. Voilà. Voilà. Donc c'est un type de choses qu'on pourrait appliquer dans certaines villes où il est difficile de se loger. Comment on fait pour regrouper en fait les cellules, un peu plus les cellules familiales? Parce que c'est vrai que dans le lien social, l'éclatement des zones des familles, du fait de la mobilité professionnelle, etc., est un frein en fait à une partie de la longévité. C'est une des raisons. La plupart des gens ne mettent pas leurs aînés en maison de retraite parce qu'ils sont méchants ou parce que ils sont ingrats et n'ont pas envie de s'en occuper. C'est plutôt parce qu'ils n'ont pas la possibilité, parce qu'ils habitent trop loin, parce que c'est compliqué. C'est plutôt compliqué en termes de logistique. Je ne pense pas qu'il y ait de mauvaises intentions chez les gens, hein, je ne les juge pas comme ça. Moi, je vois plutôt, moi, par exemple, mes 2 grands-mères se sont retrouvées assez tardivement, certes, mais en EHPAD. C'est pas parce qu'on avait, l'envie, pressante de les mettre en EHPAD, c'est parce que, bah, la famille étant éclatée dans toute la France, et quasiment plus personne n'habitant dans leur région, il y avait pas de c'était un peu le choix par défaut, malheureusement. Donc d'inciter ainsi les familles à se réunir davantage géographiquement, à retisser du lien social intrafamilial, je pense que c'est des incitations qui sont très intéressantes. Tout à fait, les éco-villages peuvent être une belle base en fait. Alors, ils se définissent pas comme zone bleue parce que je pense qu'ils n'en connaissent pas le concept, parce que c'est plus des éco-villages sur des écolieux, etc. Mais ça pourrait être des beaux endroits pour introduire aussi ces aspects-là, en fait. Pas juste l'aspect respect de l'environnement, cadre de vie social, mais voilà, d'ajouter des aspects d'hygiène de vie ensemble. Il y a malheureusement, hein, d'expérience, j'ai un peu bourlingué, enfin, je connais un peu le milieu des écolieux. Il y a malheureusement beaucoup d'expériences où, comme dirait l'excellent Louis Fouché, le PFH vient troubler ses écolieux. Alors, PFH, c'est le putain de facteur humain. C'est-à-dire que à un moment donné, ils sont tous bien contents de vivre ensemble dans cet écolieu, et puis à un moment donné, il y a un truc qui va pas, souvent un peu égotique, et puis ça commence à partir dans tous les sens, et ça devient même des lieux pour des périodes, souvent des périodes assez courtes, mais bon, faut quand même les vivre. Après, ça se résout, hein, ils résolvent toujours, hein, sur le long terme, voilà, mais sur le court terme, des fois, c'est pas toujours agréable, quoi. Donc, il y a certainement des choses à venir apporter dans ces écolieux pour leur amener aussi cette dimension euh, de vie, de plénitude. Je vous remercie d'être venu, de votre participation. La prochaine conférence, le 14 décembre, et on va parler du jeûne. Et on va faire le parallèle dans le jeûne entre une quête de spiritualité et une quête de santé. Parce que c'est très intéressant. Aujourd'hui, le jeûne est à la mode en termes de quête de santé, dans la détoxification, dans l'aide, le soutien au retour à la santé. Et puis, mais en fait, le jeûne est présent dans toutes les spiritualités et fait partie d'une forme de quête. Ça peut avoir soit des vertus purificatrices de l'esprit,
soit des vertus initiatiques dans certains cas, le jeûne. Donc on va parler de tout ça. Je serai accompagné de Marie Delforge, qui est naturocoach, coach et naturopathe, et qui est spécialiste du jeûne et qui accompagne beaucoup de groupes dans des retraites de jeûne. Et donc elle nous parlera de son expérience du côté santé. Et puis moi, j'introduirai un peu cette partie sur la partie spirituelle du jeûne, le jeûne spirituel. Voilà, donc bah, je vous espère nombreux. Si vous allez sur mon site internet santé-sagesse.fr, vous trouverez dans l'onglet calendrier tous les liens et détails de cette future conférence, donc le 14 décembre à 19h en ligne uniquement. Eh ben, restons en contact par ces biais-là. Je vous souhaite une excellente soirée, beaucoup de bonheur, beaucoup de plénitude dans votre vie, hein, dans les années à venir. C'est le moment de commencer les zones bleues. Et puis, ben, à bientôt alors. À bientôt dans cette vie. À très bientôt. Bonne soirée.